Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info, ravi de vous accompagner dans cette nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Une académie de cyclisme bientôt créée à Monaco, la principauté réaffirme ainsi son attachement pour ce sport alors qu'elle accueillera le grand départ de la Vuelta en 2026. Nous en parlerons avec l'ancien coureur cycliste Nicolas Roche. L'effervescence est à son comble avant le coup d'envoi du Grand Prix. Tout est prêt, sur et en dehors du circuit où toutes les parties prenantes sont mobilisées comme les sapeurs-pompiers de Monaco. Du côté du Stade Louis II, le Racing Stars Football Cup a opposé des pilotes à l'équipe des Barbadjouans composée de célébrités. L'humoriste Paul Mirabel en fait partie, il sera notre invité. Dans ce journal également, J-5 avant les Jeux des petits États d'Europe en Andorre. Pour la première fois de son histoire, le karaté sera représenté dans cette compétition et Monaco sera au rendez-vous. Et puis nous irons à Cannes, en plein festival du film où l'entrepreneur monégasque Gildo Pastor a lancé aujourd'hui Venturi Productions avec l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz. Nous ouvrons donc ce journal avec Monaco qui confirme son attachement à la petite reine. Après avoir accueilli le Tour de France à plusieurs reprises, dont l'an dernier pour l'étape finale, la principauté recevra le grand départ de la Vuelta en 2026. Hier, une autre grande annonce a été faite au Yacht Club de Monaco en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Une académie de cyclisme va prochainement voir le jour à Monaco. Les détails de Léa Dutrouille et Julien Logier. La Vuelta 2026 s'offre une rampe de lancement princière. C'est ici dans le décor feutré du Yacht Club de Monaco que les préparatifs du grand départ du Tour d'Espagne ont été lancés en présence du souverain. Monaco, terre d'accueil de la Formule 1, du tennis, mais aussi désormais du cyclisme. Une ambition confirmée par un autre projet dévoilé un peu plus tard dans la soirée, la création prochaine de la toute première académie de cyclisme au monde. Cette dernière portera le nom du Prince Albert II. Well, it's interesting because it's 40 years since a Frenchman last won the Tour de France, 36 years since a Frenchman last won the Giro d'Italia, and 30 years since a Frenchman won the Vuelta a España. So it would be great to think that in 10 or 12 or some years' time, as a result of the Cycling Academy in Monaco, the Prince Albert Cycling Academy, we had a champion of a future Grand Tour. That is the ultimate goal. You have one of the most successful academies for football in the world in AS Monaco, over many decades producing great players and educating them and making sure that they are brought up in all of the best ways possible. And I think if we can replicate this for cycling, that will be a great thing. Encadrer les jeunes talents hommes et femmes, lutter contre le dopage, promouvoir une pratique durable du vélo et rayonner à l'international, c'est l'objectif de cette nouvelle structure qui pourra s'appuyer sur le prestige monégasque et un encadrement d'élite. Dans la roue des plus grands tours cyclistes, Monaco trace désormais sa propre échappée. Et pour réagir à cette double actualité, Nicolas Roche est notre invité ce soir. Ancien coureur cycliste vainqueur de 2 étapes du Tour d'Espagne, il compte à son actif 24 grands tours issus d'une grande famille de cyclistes. Nicolas Roche a été nommé hier ambassadeur du grand départ de la Vuelta à Monaco. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Émilie. Monaco lance donc son académie de cyclisme. En tant qu'ancien coureur professionnel, quel regard portez-vous sur la création de cette entité ? Alors c'est une nouvelle qui est excellente. C'est vrai que ce soit l'historique de Monaco, l'amour qu'ils ont pour le vélo depuis des années, l'annonce du grand départ de la Vuelta l'année prochaine, tout ce qui a été fait autour des jeunes chaque année avec Biking, je pense que c'est dans une continuité et aussi une excellente nouvelle pour aller rechercher ces nouveaux talents. Oui, c'est nécessaire pour accompagner les cyclistes vers la performance. Oui, et surtout de les prendre au plus jeune âge. On voit que depuis quelques années, 4-5 ans, la tendance à passer professionnel est encore plus jeune que ça n'a jamais été. C'est vrai que du coup, on passe aussi dans les années où il y a une question importante à gérer, c'est l'éducation. Donc c'est vrai de prendre des jeunes au plus jeune âge et en les suivant avec une éducation adaptée pour leur donner une meilleure chance de ne pas non plus les écarter du système éducatif et de les aider à être au plus haut niveau aux côtés de la performance cycliste. Et puis vous l'avez mentionné, cette création d'académie du cyclisme montre aussi l'attachement de Monaco pour le cyclisme. Oui, on le sait que Monaco est terre de vélo. Il y a, je pense, plus que 60 coureurs cyclistes qui vivent ici. Il y a un terrain de jeu qui est excellent et un cadre de vie qui est privilégié pour les coureurs cyclistes en général. Oui, vous l'avez dit,
l'année prochaine, Monaco accueillera le grand départ de la Vuelta en 2026. Vous gardez de grands souvenirs du Tour d'Espagne, hein? Oui, ça va être un grand événement. Ça sera le premier État à avoir le départ des 3 grands tours, donc le Tour de France, Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. C'est vrai que pour moi, c'est encore plus spécial avec mon attachement à l'Espagne. Le Tour d'Espagne a été la course où j'ai le plus performé. Et mes attaches à Monaco, je suis ici depuis plus de 13 ans. Oui, vous-même, vous pouvez nous dire que la région est un fabuleux terrain de jeu pour les cyclistes. Oui, tout à fait, la diversité du terrain. Alors c'est vrai qu'il est plutôt difficile que facile, mais c'est un terrain de jeu parfait avec aussi un climat qui est adapté à faire du sport en extérieur. Vous avez été nommé ambassadeur de la Vuelta à Monaco. Comment vous accueillez ce rôle, Nicolas? Alors je suis très touché, j'étais même très ému quand on m'a proposé le rôle d'ambassadeur. C'est vrai que, comme je venais de vous le dire, la Vuelta est une course que j'aime. Monaco est ma maison et mon cœur y est très attaché. Donc c'est vrai que d'avoir les deux ensemble et d'être ici à représenter la Vuelta comme Monaco, c'est un rôle très privilégié pour moi. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Roche d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer cette double actualité, l'Académie du cyclisme à Monaco et puis le grand départ de la Vuelta en 2026. Merci à vous. Soyez au rendez-vous demain à 19 h. Charles Leclerc sera notre invité du JT. Le pilote monégasque se confiera à l'approche de ce Grand Prix de Monaco et des premiers essais libres. D'ailleurs, l'intégralité des courses de ce Grand Prix sera à suivre en direct sur Monaco Info à partir de jeudi, de la Formule 3 à la Formule 1 en passant par la Porsche Mobile One Super Cup. Aux abords du circuit, tout est fin prêt et en coulisses, nous avons assisté aujourd'hui, aux côtés des sapeurs-pompiers de Monaco, à un exercice d'extraction de pilotes, une simulation en conditions réelles nécessaires qu'ont suivi Gaëtan Lebrun et Hugo Comaza. Ils s'entraînent pour ce que tout le monde espère éviter, une intervention d'urgence sur une Formule 1 accidentée. L'exercice du jour, extraire rapidement un pilote en situation critique, sans aggraver de potentielles blessures. Chaque geste est chronométré, chaque seconde compte. La simulation se déroule sous le regard attentif des médecins de la FIA. Mais pour le corps des sapeurs-pompiers de Monaco, pas de stress, la coordination reste leur principal allié. Tous les ans, les sapeurs-pompiers sont validés par la Fédération internationale de l'automobile, ce qui nous permet, nous, d'avoir le critère d'habilitation sur toute l'année. Donc nos deux équipes qui sont sur le circuit, parce que la particularité du circuit de Monaco, c'est que ce sont les sapeurs-pompiers locaux, ce sont les sapeurs-pompiers donc, du pays, qui assurent la sécurité du circuit. C'est le seul circuit au monde qui est comme ça. Et donc nos deux équipes s'entraînent. Ce qui fait leur force, c'est le travail d'équipe, c'est des gens qui se connaissent, donc les procédures sont répétées et le point d'orgue, c'est ces exercices d'extraction qui sont faits dans les écuries sur des vraies voitures avec des pilotes, et ce qui permet aux équipes de maintenir leurs automatismes et d'acquérir et de prendre, de bénéficier des remarques des médecins de la FIA si jamais il y en a. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu, donc c'est que les équipes ont été parfaites. Une démonstration essentielle à l'approche d'un week-end où la sécurité reste la priorité absolue. Et c'est une tradition en amont du Grand Prix de Monaco. Un match de football est organisé au Stade Louis II. Il oppose une équipe de pilotes à celle des Barbadjouans de Monaco, composée de célébrités. Un légendaire rendez-vous qui a été rebaptisé Racing Stars Football Cup et qui sera cette année au profit des associations Jules Bianchi et Be Safe. Pour en parler, nous sommes avec l'un des invités de cet événement, l'humoriste Paul Mirabel, que nous avons pu interroger juste avant le début de la rencontre. Bonsoir Paul Mirabel. Bonsoir. Que représente ce match caritatif pour vous ? C'est toujours un plaisir de jouer au foot déjà et d'être dans un cadre aussi beau et aussi charmant. C'est toujours très agréable, surtout que c'est pour une bonne cause. Donc, je suis très content d'être là. On vous connaît comédien, humoriste, mais vous êtes également un vrai fan de foot. Est-ce que vous êtes aussi un bon joueur ? Mon niveau ? Catastrophique, je pense que c'est le mot qui convient. Non, j'aime bien jouer au foot. Après, par rapport à des gens qui jouent vraiment bien, je suis pas très bon. Mais j'essaie de me donner au maximum à chaque fois, quoi. Vous avez été associé aujourd'hui, Paul, à de grands noms du football. J'imagine que c'est assez impressionnant de jouer avec eux. C'est toujours particulier parce que moi je suis très fan de foot, donc si on m'avait dit ça petit, j'aurais jamais cru, donc j'essaie de profiter à fond surtout et de me rendre compte que c'est une chance de faire ce genre d'événement et de côtoyer des gens
qui ont joué au foot à ce niveau. C'est toujours très agréable et plaisant, donc je suis content d'être là. Il y a des noms de joueurs qui vous viennent en tête? Je crois qu'il y a Bonucci en face, il me semble. Donc je vais essayer de faire ce que je peux. Et oui, enfin tous, Sébastien Frey, Ludovic Giuli, qui sont toujours très très forts, malgré le fait qu'ils aient arrêté il y a quelques années, c'est assez impressionnant. Ouais. Oui, il n'y avait pas que des joueurs de football aujourd'hui sur la pelouse du Stade Louis II. Alors dans notre équipe, ouais, je crois qu'il y a plusieurs personnalités. Il y a Paul de Saint-Cernin, Thomas Angelvi en tant qu'humoriste. Je crois qu'il y a des combattants de MMA. On mise beaucoup sur eux en défense, je vous cache pas. On va mettre Benoît Saint-Denis et Greg MMA en défense, comme ça ils passeront pas. Et voilà, on a développé 2-3 astuces. Oui, des pilotes ont également répondu présent. La Formule 1, c'est un sport qui vous attire? Alors très honnêtement, je connais pas trop, mais j'essaye de m'y intéresser le plus possible parce que je trouve que c'est un univers passionnant. Et j'ai découvert, je pense comme beaucoup de gens, grâce à la série Formula One sur Netflix. Mais j'ai 5 saisons de retard, donc pour l'instant je suis calé, mais il y a 5 ans. Paul Mirabel, ce n'est pas la première fois que vous venez en principauté. Que pensez-vous de Monaco? C'est vrai que c'est quand même un cadre fantastique et agréable. Je ne suis pas venu souvent ici, je crois que c'est la 2e fois que je viens. J'étais venu juste pour mon spectacle une fois. Et là, de prendre le temps de visiter un petit peu et tout, c'est extrêmement agréable et plaisant d'avoir un peu de soleil et de profiter un peu des beaux jours et du Grand Prix. Enfin non, je pourrais pas le voir, mais de l'ambiance du Grand Prix. Dernière question sur votre actualité. Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment, Paul Mirabel? Alors, je suis en tournée avec mon nouveau spectacle Par Amour. Je viens l'année prochaine jouer dans le coin d'ailleurs, au Palais Nicaïa et en tournée de Zénith et à l'Accor Arena à Paris. Donc, si vous voulez venir, avec plaisir. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Paul Mirabel, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous, c'est gentil. Et nous reviendrons demain sur ce Racing Stars Football Cup remporté par l'équipe des Barbades-Jouan. L'AS Monaco Basket est bien arrivé à Abu Dhabi pour le Final Four d'Euroleague. La Roca Team affronte l'Olympiakos vendredi en demi-finale de la compétition avec pour objectif de remporter ce trophée tant convoité. Hier, le club a annoncé la prolongation de contrat de Matthew Strazel. Le meneur de jeu est désormais lié à Monaco jusqu'en 2029. On reste dans le sport avec la suite de notre série de reportages consacrés aux Jeux des petits États d'Europe. J-5 avant le coup d'envoi de cet événement qui aura lieu cette année en Andorre. Et pour la première fois, le karaté et la gymnastique rythmique figureront au programme de cette compétition sportive. La principauté sera bien évidemment représentée. Une équipe de Monaco Info a suivi les karatékas monégasques lors d'un entraînement juste avant leur départ pour Andorre. Regardez. C'est un sport qui demande de la rigueur, de la puissance, de la vitesse, mais aussi de la maîtrise. Discipline olympique aux Jeux de Tokyo en 2021, le karaté fait pour la première fois son apparition au programme des Jeux des petits États d'Europe. Une belle opportunité pour ces karatékas monégasques qui, pour certains, ont déjà participé à des championnats du monde ou au JPE de leur discipline. Le niveau est très élevé. On a vu là dernièrement aux Jeux des petits États à Monaco. Uniquement karaté, c'était quand même très élevé, ouais. Le niveau est bon. Donc les places vont être chères, on verra bien ce que ça donne. On vise toujours un podium, bien sûr. On n'y va pas pour montrer juste ce qu'on fait, on y va quand même pour espérer une médaille, hein. Bien sûr. Ça va être dur, mais on va essayer. 5 karatékas défendront les couleurs de la principauté en Andorre, 3 en kumité, comprenez combat, et 2 autres en kata. C'est le côté un peu artistique du karaté, donc il faut que ce soit complet, il faut que ce soit homogène. Il faut être rapide, mais en même temps il ne faut pas manquer de puissance. Il faut être bien gainé, il faut être esthétique. Donc vraiment c'est très complexe parce qu'on ne peut pas laisser de côté ne serait-ce qu'une infime faiblesse, si je peux dire comme ça. Donc il faut vraiment tout travailler, tout. L'équipe est un savant mélange entre jeunesse et expérience. Elle a pu préparer sereinement ce rendez-vous en participant à plusieurs compétitions. Magali Faggio est notamment championne de France vétéran dans sa catégorie. On rentre d'une compétition internationale et voilà, même si on n'a pas fait de podium, on s'est bien entraîné. Donc on enchaîne, en fait on n'a pas arrêté, on continue et ça va, la forme est là. On a l'habitude de dire on lâche rien, on continue et on va au bout, même si on est des fois un peu plus âgé que les autres participants. Si le karaté monégasque a déjà occupé les podiums lors des Jeux des petits États d'Europe de la discipline, il compte bien réitérer l'exploit en Andorre pour les JPE et faire briller la principauté.
Direction Cannes à présent, où le cinéma explore de nouveaux territoires. Cette année, un tandem inédit attire l'attention. Gildo Pastor, entrepreneur monégasque à la tête du groupe Venturi, et Mathieu Kassovitz, acteur et réalisateur engagé. Ensemble, ils lancent Venturi Productions, une société à la croisée des récits futuristes et de l'innovation technologique. Léa Dutrouille et Arnaud Humbert se sont rendus sur la croisette pour les rencontrer. À première vue, tout semble les opposer. L'un est un industriel visionnaire, l'autre un artiste subversif. Et pourtant, c'est bien l'amitié, 20 ans de confiance partagée entre Mathieu Kassovitz et Gildo Pastor qui les réunit aujourd'hui à Cannes pour donner naissance à une nouvelle entité hybride, Venturi Productions. L'idée, fusionner cinéma et technologie, mais sans céder aux sirènes de l'artifice. Le duo promet un cinéma d'avant-garde ancré dans la science, l'ingénierie et la conquête spatiale. Oui, littéralement, preuve à l'image avec ce rover lunaire. Mon cinéma aujourd'hui, c'est un cinéma qui est plus humaniste et plus humaniste mais plus technologique, et en fait qui est mon but. Et c'est pour ça que je me suis associé avec Gildo qui travaille sur des rovers lunaires. C'est la pointe de l'intelligence humaine, en fait, de ce qu'on est capable de faire en bien en tant qu'être humain. Et on a envie de transmettre ça au cinéma. Moi, mon record rêvé, c'est que la principauté, la France, l'Europe, les États-Unis fassent de ces découvertes un vrai événement. Il se passe un film sur la Lune ou sur Mars, que la définition soit géniale. Car derrière la caméra, ce sont les mêmes logiques qui les animent, innover, expérimenter, mais toujours au service d'un récit. Pas de gadgets, pas de posture, des histoires, des idées et une volonté de repousser les limites, y compris celle de la gravité. Venturi Productions s'annonce comme un laboratoire de narration futuriste, une promesse qui ne pouvait naître qu'ici entre le tapis rouge et la poussière lunaire. On les appelle les sentinelles de la biodiversité. Les abeilles ont leur propre journée mondiale. Elle est célébrée chaque année le 20 mai. L'opportunité de rappeler le rôle important de cet insecte pollinisateur. À Monaco, 2 classes ont travaillé sur ce thème durant l'année scolaire. Les élèves viennent de présenter leur exposé aux membres de l'Observatoire français d'apidologie. Le reportage de Fabien Bonilla, Arnaud Humbert et Jean-Alexandre Dordet. Les enseignants de ces 2 classes de l'école des Révoirs et de l'école Saint-Charles ont mis en place depuis le mois de mars des ateliers pédagogiques conçus par l'Observatoire français d'apidologie en partenariat avec la Fondation Prince Albert II, l'ADO et la DENJS. Ce projet pédagogique s'appelle l'école des abeilles et a pour objectif de sensibiliser les élèves de primaire à la sauvegarde des abeilles et des insectes pollinisateurs pour l'équilibre de la biodiversité. Ce type d'événement, ce type de démarche est fondamental. Là, on est en train de parler de leur avenir en fait. On est en train de leur léguer un monde assez particulier avec des enjeux environnementaux extrêmement sensibles. Et aujourd'hui, en fait, il est juste fondamental et primordial d'outiller nos enfants pour leur permettre d'évoluer dans ce monde qui est pour l'instant très énigmatique. Voilà, donc c'est un objectif obligatoire. Dans la matinée, les élèves de CE2 de l'école des Révoirs ont présenté leur travail à l'aide d'un cahier géant. Du côté de l'école Saint-Charles, c'était un exposé sous forme de questions-réponses. Que ce soit à Saint-Charles ou au Révoire, le message est parfaitement passé concernant la protection des abeilles. Elles sont très importantes, il faut les protéger et il faut agir très vite parce qu'il y a une possibilité qu'elles disparaissent, mais c'est pas sûr. Qu'il y a plein de méthodes pour essayer d'améliorer le cas qu'elles vont disparaître. Nous pouvons mettre de l'eau sur notre balcon, faire des pièges à frelons car ils tuent les abeilles et mettre beaucoup de fleurs sur notre balcon. À noter que dans le cadre de cette journée mondiale des abeilles, des sachets de graines mellifères ont été distribués à tous les élèves de maternelle et de primaire. La protection des pollinisateurs est essentielle. Cela permet de produire plus de 75% des cultures dans le monde, notamment avec les fruits, les légumes, les noix et les graines. Et à la pollution. Et
toujours dans cette thématique de la protection de la biodiversité et de l'environnement, la Fondation Prince Albert II de Monaco organise du 4 au 6 juin prochain la 3e édition du Green Shift Festival. Elle sera rythmée par 3 soirées thématiques placées sous le signe de la créativité et de l'engagement. L'intégralité de la programmation est à retrouver sur le site officiel de la Fondation Prince Albert II. Il est temps à présent de rejoindre Christinda Petit pour un nouveau numéro de Ceux qui font Monaco. Bonsoir Christinda, votre choix s'est porté ce soir sur une nouvelle adresse qui va nous faire voyager. Et aujourd'hui, c'est un petit bout d'Italie que nous vous proposons de vous faire découvrir sur Monaco Info, ici même en Principauté. Nous sommes rue Princesse Florestine pour vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir l'établissement JC Salato. Salato, c'est un concept que moi je viens de Venise et de Milan. Et pour nous en Italie, c'est très important les petits déjeuners, les déjeuners et les apéritifs. Au niveau des sandwichs, tous les produits de charcuterie qui sont dans les prosciutto de Parme, à les côtes de Prague, et à tous les salames et tout. Au niveau des fromages, tous les fromages italiens. Et au niveau des petits déjeuners, par exemple, nous, on a notre fournisseur qui c'est la Bindi. C'est un pâtissier italien né dans le 1846 qui nous fournit des gâteaux superlatifs, vraiment. On peut manger sur place, on peut emporter, on peut livrer. Et nous, on a des accords avec des fournisseurs italiens, surtout les pennes, que c'est une boulangère italienne qui fait exprès les pennes pour nous avec notre format. Et tout ce que c'est charcuterie et tout, on a des fournisseurs italiens qui arrivent directement dans les zones plus importantes de la Lombardie et chaque semaine ils nous livrent les produits fraîches. Alors il y a deux sandwichs qui sont plus demandés. Une c'est avec la mortadella, que c'est un sandwich très sympa avec la burrata, la mortadella, en sauce particulière. Okay. Et l'autre c'est le toast de la casa, que c'est un toast avec du jambon de Parme, du mozzarella de bufala et à l'intérieur on a une alsace tartare et ça sont deux pièces fortes. Avant je suis été un pilote professionnel d'offshore et je me suis établi ici et je suis resté ici et ça c'était un peu un rêve de développer. J'espère que ce sera le premier d'une longue série de GC un peu autour de la France et même en Italie. Alors retenez bien son nom, JC Dolce et Salato, puisque c'est le début d'une longue série. Vous pouvez également retrouver l'établissement sur Instagram. Et puis sachez que durant les beaux jours, ici on vous propose l'apéritif en terrasse et ce jusqu'à 21h30. Ainsi s'achève cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants la météo, suivi des sorties cinéma de la semaine, puis retrouvez Fabien Bonilla et Vincent Vatrican pour évoquer le film Blow Up d'Antonioni, Palme d'Or au Festival de Cannes en 1967. Il sera projeté le 27 mai prochain au Théâtre des Variétés. Les photos de fin de JT ce soir sont signées Stéphane Dana. Et n'oubliez pas, demain nous aurons l'honneur de recevoir le pilote monégasque Charles Leclerc. Soyez au rendez-vous. Excellente soirée à tous sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain, le temps sera mitigé, beaucoup de nuages dans la matinée, un beau temps
l'après-midi avec un beau ciel bleu, des températures comprises entre 17 et 24 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Émiles. Alors, Saint Émile était un martyr du IIIe siècle qui, selon la coutume, a été brûlé vif puisqu'il refusait de renier sa foi. Et la tradition dit qu'il serait sorti sans une égratignure des flammes avant d'être exécuté. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.